That's good. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que c'est une V2 avec maintenant un peu plus de philo dedans, d'un ancien épisode un peu à part, qui était sorti il y a un peu plus d'un an et qui était différent de ce que je fais d'habitude, dans le sens où il s'écarte pas mal des sujets politiques habituels pour parler de SF. Alors ça peut paraître un peu étrange parce que c'est pas si souvent, mais à la base, l'idée derrière mon format pop culture, c'était aussi de parler de culture populaire au sens large et d'y faire des ponts avec des réflexions philo. Parce que oui, il y a des vestiges de philo dans beaucoup d'œuvres de pop culture. Pour illustrer ça, le cas d'école, c'est le film Matrix, dont on peut relier certains aspects à des notions philo comme l'hypothèse de simulation, qui envisage que ce qui nous apparaît comme la réalité ne soit qu'une illusion, qu'une simulation, dont nous ne pouvons nous défaire par la seule force de notre volonté. Et ça, c'est une réflexion philosophique qui est assez omniprésente. Récemment, elle a été repopularisée par Nick Bostrom, mais on peut en trouver des traces dans des textes bien plus anciens, comme par exemple chez Descartes. Vous me croyez pas? Eh ben on y va direct, petit extrait des méditations métaphysiques pour vous montrer que si, on peut relier ça à Descartes. Je cite. Je supposerais donc qu'il y a, non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons, et toutes les choses extérieures que nous voyons, ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée, et si, par ce moyen, il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins, il est en ma puissance de suspendre mon jugement. Bon, c'était une parenthèse un peu digressive par rapport au véritable sujet de l'épisode, mais tout ça pour dire que oui, la philo, c'est présent dans la pop culture, même si c'est à petite dose, et du coup, en ce sens, on va parler d'un genre spécifique qui est aujourd'hui assez populaire. À la base, c'est surtout une niche littéraire, mais c'est devenu par la force des choses un genre artistique à part entière, l'horreur cosmique. Alors l'horreur cosmique, qu'on appelle aussi simplement cosmicisme parfois, c'est un genre littéraire à la croisée de la science-fiction, de l'horreur, et aussi dans une certaine mesure de la philosophie, et c'est un courant qui est intrinsèquement lié à un auteur américain dont vous connaissez sûrement le nom, Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, c'était donc un auteur américain qui est né à la fin du 19e siècle, mais qui a publié au début du 20e, et il est souvent considéré comme le père du cosmicisme, qu'il développe dans une sorte de panthéon, de mythologie imaginée au fur et à mesure de la rédaction de ses nouvelles, dont les plus connues sont par exemple L'Appel de Cthulhu, L'Abomination de Dunwich, Dagon, ou encore Le Cauchemar d'Innsmouth. Alors qu'est-ce qui caractérise le cosmicisme? C'est assez simple en fait. Ici, l'horreur ne repose pas tellement sur l'hémoglobine ou la violence physique, comme dans d'autres genres horrifiques, mais beaucoup plus sur une menace existentielle pour l'humanité qui est généralement liée à des entités ou des phénomènes qui dépassent largement le cadre de la compréhension humaine. Pour vous faire un peu comprendre l'idée, je vais tout simplement vous lire un petit extrait de Lovecraft justement qui est assez connu et tiré d'une de ses nouvelles les plus célèbres, que je viens de citer, L'Appel de Cthulhu, qui est paru en 1928 dans le magazine Weird Tales. Je cite. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance cerné par de noirs océans d'infini, sur lequel nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. Les sciences, chacune creusant laborieusement son propre sillon, nous ont jusqu'à présent épargnés, mais un jour viendra où la conjonction de tout ce savoir disparate nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur l'épouvantable place que nous y occupons, que nous ne pourrons que sombrer dans la folie devant cette révélation, ou bien fuir la lumière pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Et donc on revient à ce que je vous disais en intro, là on voit qu'on peut faire un pont entre une œuvre pop culture et de la philo un peu académique, en l'occurrence par exemple entre les craintes de Lovecraft sur la potentielle destruction de l'humanité et le concept philo de risque existentiel, qu'on doit là encore au philosophe suédois Nick Bostrom. J'en ai parlé récemment dans le podcast, donc je vous redirige vers l'épisode qui s'appelle Apocalypse hypothétique si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Quoi qu'il en soit, cet extrait de l'Appel de Cthulhu que je viens de vous lire, il est très souvent cité parce qu'il représente très bien le dilemme qui fait peur à Lovecraft. C'est quelqu'un qui n'était pas spécialement superstitieux et qui était plutôt porté sur le progrès. Alors le progrès technique, le progrès social, c'est une autre histoire. En revanche, il avait une peur panique de l'inconnu, que l'humanité découvre des choses terrifiantes au fur et à mesure de son exploration de la physique et de l'univers. Et ça, c'est vraiment l'essence de ce qui fait la force du genre de l'horreur cosmique. Et ça explique pourquoi Lovecraft a une influence aussi importante aujourd'hui. Des éléments de ce genre, on en retrouve dans plein d'œuvres, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans les jeux vidéo. Typiquement, et je sais que ça fait débat, mais pour moi, il y a clairement des éléments d'horreur cosmique dans la franchise Alien, en particulier dans le premier film, où l'équipage du Nostromo est confronté à des phénomènes et des créatures dont les motivations, si on peut dire, sont totalement étrangères à celles de l'humanité.
Et c'est ça l'élément essentiel de l'horreur cosmique, l'absurdité de la nature de l'univers. Le fait d'être confronté à des choses qui sont incompréhensibles du point de vue humain. C'est d'ailleurs pas un hasard si cette franchise s'appelle Alien. Tout nous est étranger dans ce film, au sens premier du terme. Ce qui est étranger est étrange, parce que c'est tellement loin de nos conventions à nous que ça paraît insensé. Et justement, ça nous amène à l'aspect pas très lisse de Lovecraft, que j'ai esquissé un peu plus tôt, mais oui, Lovecraft était assez raciste et antisémite, il y a d'ailleurs des gens qui refusent aujourd'hui de le mettre en avant pour ça. Moi personnellement, je pense que c'est pas une bonne idée de juger nos aïeux avec les standards d'aujourd'hui, d'ailleurs qu'on aimerait probablement pas que nos descendants fassent ça avec nous, parce que le sens du progrès en philosophie morale, c'est justement de réaliser qu'on a fait des erreurs au niveau éthique par le passé, et de les corriger à l'avenir. Mais donc oui, dans le taf de Lovecraft, il y a des choses qui sont très tendancieuses du point de vue actuel. Très souvent, par exemple, les personnages métis sont des salopards complètement dégénérés, à peine adaptés à la société, voire pas du tout. Et puis autre exemple, dans la nouvelle Les rats dans les murs, le chat noir du narrateur s'appelle Niggerman. Enfin, voilà, on va dire que notre ami Howard n'était pas hyper ouvert à la diversité ethnique, mais tout ça ne l'a pas empêché d'être un auteur génial par plein d'autres aspects. Et j'irai même plus loin, et ça va être un peu controversé ce que je vais dire, mais moi je pense que c'est en fait grâce à cette xénophobie latente qu'il a donné naissance à ce genre. Parce que c'est sur ça en fait que repose l'horreur cosmique. La peur de l'inconnu. C'est-à-dire la xénophobie, ici poussée à son paroxysme par le biais d'un contexte qui se situe à la croisée du fantastique et de la SF. Enfin voilà, on peut apprécier Lovecraft tout en reconnaissant qu'au niveau sociétal il avait des opinions assez rétrogrades, mais de mon point de vue ça justifie pas vraiment de rejeter son œuvre en bloc, qui par ailleurs est brillante. Enfin voilà pour Lovecraft, et pour rester dans les thématiques un peu science-fiction, je voulais vous parler d'un second auteur aujourd'hui, qui là s'inscrit plus dans le genre vraiment de la SF à proprement parler, mais avec des éléments d'horreur cosmique un peu saupoudrés on va dire. Et cet auteur il s'appelle Liu Cixin, c'est un écrivain chinois à qui on doit notamment la trilogie qui va nous intéresser aujourd'hui. À ma connaissance la saga complète a pas vraiment de nom en français. En anglais, on l'appelle Remembrance of Earth's Past. Et elle compte donc 3 ouvrages, Le problème à 3 corps, La forêt sombre et La mort immortelle. Et ça me paraissait intéressant de vous parler de ça aujourd'hui parce que, même si on est dans un style très science-fiction, il y a quelques éléments de l'intrigue qui sont assez Lovecraftiens. Alors sans trop vous spoil, imaginez que nos élites scientifiques se mettent subitement à envisager que la physique comme on la connaît et on la comprend soit au mieux erronée, et au pire, un tissu de mensonges créé par des entités plus ou moins malveillantes. Je vous en dis pas plus, mais là vous voyez qu'on retombe un peu sur nos pattes avec la première citation de Descartes que je vous ai lue. L'idée ici c'est de douter de ce que nous tenons pour acquis, et surtout de poser la fameuse question, qu'on retrouve aussi dans Matrix avec ce fameux choix entre pilule rouge et pilule bleue, voulons-nous connaître la vérité ? Avons-nous les épaules pour l'accepter ? Et j'ai un second extrait des Méditations métaphysiques de Descartes à vous lire à ce sujet, ça vient juste après le premier passage que je vous ai lu, et ça intervient donc à la toute fin de la première méditation. Je cite. Et tout de même qu'un esclave qui jouissait dans le sommeil d'une liberté imaginaire, lorsqu'il commence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, craint d'être réveillé et conspire avec ses illusions agréables pour en être plus longuement abusé, ainsi je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions, et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement, de peur que les veilles laborieuses qui succéderaient à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelques jours et quelques lumières dans la connaissance de la vérité, ne fussent pas suffisantes pour éclaircir les ténèbres des difficultés qui viennent d'être agitées. Et pour en revenir au problème à 3 corps de Liu Cixin, dedans on voit qu'effectivement, quand on découvre le poteau rose concernant ce qu'on perçoit à tort comme les lois immuables de la physique, certains ont beaucoup de mal à l'accepter. Je reste volontairement flou pour vous donner envie de découvrir cette œuvre, mais vous avez là un élément clé de cette série de livres, qui d'ailleurs est en train d'être adapté en série télévisée en ce moment même, simultanément par Netflix et par Tencent Video. Tencent c'est une méga corporation chinoise. Je vous passe quelques extraits de la bande-annonce Netflix. Anything might be out there. The unknown troubles us. There are those who say we should not inquire too closely into who else might be living in that darkness. Better not to know. But we continue to search. Life looks for life. Alors l'adaptation Netflix a été confiée à D&D, c'est-à-dire Benioff et Weiss qui avaient adapté Game of Thrones avec le succès mitigé qu'on leur connaît. On verra ce que ça donne, écoutez. En tout cas, pour en revenir au bouquin de Liu Cixin, je trouve qu'il y a plein d'idées intéressantes dedans, mais au-delà du scénario, ce qui est cool, c'est de changer de point de vue, parce qu'on a finalement relativement peu accès, je trouve, en France, à la pop culture chinoise. Or, elle offre une perspective assez intéressante, assez différente de celle qui est la norme chez nous, à savoir principalement le point de vue français et ou le point de vue anglo-saxon, on va dire. Et d'ailleurs, pour être dépaysé d'entrée de jeu, le problème à 3 corps commence sur fond de Chine maoïste. Et la façon de structurer le récit est vraiment particulière, c'est pas tout à fait ce à quoi on est habitué chez nous, je trouve. Ce qui rend l'œuvre d'autant plus intéressante. Enfin voilà, j'espère que cet épisode de pop culture qui sort un peu du cadre habituel vous aura plu, et vous aura donné envie de découvrir ces auteurs si vous les connaissez pas déjà. Et là-dessus, je vous laisse justement avec une citation extraite du problème à 3 corps qui, là encore, va un peu dans le sens de toutes les considérations philo qu'on a évoquées jusqu'ici, que ce soit la peur d'une vérité choquante ou bien la notion de risque existentiel. Je cite. L'univers était un cœur ratatiné, un utérus étroit, parcouru de vaisseaux sanguins à moitié translucides. En suspension dans le sang,
il s'aperçut que les lumières rouges clignotaient de façon erratique, comme si les pulsations de ce cœur, les contractions de cet utérus, étaient irrégulières. Wang Miao sentit alors une présence si démesurée et si étrange qu'elle était destinée à ne jamais être comprise par l'entendement humain. Liu Cixin.